messieurs, la guerre des banques centrales aurait-elle lieu? D'abord, qui sont les banquiers centraux? Alors, comme nous sommes aux deux opéras, dans la banque d'un monde qui change et dans la banque du cinéma, eh bien, j'ai bien entendu, je me suis interrogé pour savoir quelle était la figure qui représentait le banquier central dans le cinéma français. Il est assez rare, le banquier central, mais enfin, j'en ai trouvé un. C'est effectivement Les Tontons Flingueurs. C'est un titre et un film que nous connaissons tous bien. Vous vous souvenez que c'est Louis le Mexicain qui rentre. Il est au bout du rouleau. Il faut protéger sa fille, qui s'appelle Patricia, qui est très jeune. On fait appel à Fernand, qui vient de Montauban, pour remettre les affaires en ordre. Et puis quand Fernand repart à Montauban, il confie les affaires de Patricia au père de son fiancé, vous savez, joué par Claude Rich. Alors, le père du fiancé, c'est Adolphe Amédée de la Foix d'Ité. Et c'est un homme qui va se charger, alors qu'il est vice-président du FMI, de la gestion des affaires de feu Louis le Mexicain. Donc voilà, juste un clin d'œil pour vous dire, pour faire passer ce message, que les banquiers centraux ne sont pas des enfants de cœur et qui sont capables de se battre comme des chiens pour aller arracher quelques miettes de croissance économique dans le gâteau de la croissance économique mondiale qui ne grandit pas. Et je vais essayer de vous le montrer. D'abord, autour de 3 points. Je rappellerai que le temps de la répression financière est là et que vous en souffrez. De la même manière, les banques centrales sont parfois un peu en terre inconnue, j'y reviendrai. Et puis, un peu partout dans ce monde incertain, il y a des valeurs de croissance, et puis il y a des risques de hausse et de baisse. À l'origine de cette politique menée par les banques centrales, il y a un papier fait par 2 auteurs, dont l'un est un peu connu, c'est Larry Summers, qui a eu une carrière au sein de l'administration américaine. C'est un papier d'une 15aine de pages, où ces 2 économistes brillants développent l'idée qu'il faut donner leur indépendance aux banques centrales. Ça ne peut pas nuire, au contraire, ça va à la fois permettre de maintenir l'inflation sous contrôle, c'est toute la politique des années 90 de l'inflation cible, et puis en même temps, ça va être plutôt positif sur l'économie réelle, sur la croissance économique. Et ma foi, ce papier convainc un grand nombre d'États de donner leur indépendance aux banques centrales. Alors, cette indépendance, elle se traduit par une action qui essaie de faire baisser l'inflation au cours de ces 30 dernières années. Et c'est donc finalement, on peut le reconnaître, une opération et en tous les cas une efficacité très grande des banques centrales qui maîtrisent l'inflation, qui était à 2 chiffres au début des années 1980. J'ai ici repris les graphiques d'évolution des taux à 10 ans aux États-Unis, en Europe et en Angleterre. Moi, je me souviens qu'au début des années 1980, les obligations de l'État français elles étaient émises à 16% à 10 ans. Aujourd'hui, c'est 1%. Et donc, toute cette évolution, toute cette maîtrise de l'inflation s'accompagne de la baisse régulière et formidable des taux d'intérêt sur le marché obligataire. Alors, est-ce qu'on crée une bulle obligataire? Je ne sais pas, on verra. Mais en tout état de cause, c'est excellent pour tous ceux qui détiennent des obligations à travers des contrats d'assurance vie. Les obligations, c'est une chose. Mais la politique menée par les banques centrales, depuis qu'elles ont conquis leur indépendance, elles sont d'une réactivité extrême. Donc 2008, c'est cette terrible crise qui fait suite à la faillite de Lehman Brothers, qui fait suite, qui voit s'enchaîner une crise bancaire, une crise financière, une crise économique, une crise sociale. Cette crise extraordinaire, avec par exemple une chute de la production industrielle en 2008 qui a été plus forte que celle qu'on a constatée en 1929, à crise extraordinaire, politique monétaire extraordinaire. Et donc on voit la réactivité, la réaction, la politique de taux baissière des différentes banques centrales. Alors simplement, une remarque sur ce graphique que moi j'aime bien, que je trouve qu'il nous apprend, il nous rappelle plein de choses. En 2008, les taux aux États-Unis étaient de 5,25, la Fed Fund.
les taux de la Fed, 5,25. On avait 121 millions d'emplois de salariés à temps plein. Nous sommes en 2015. Les taux de la Fed sont à 0,25. Nous avons 122 millions de salariés avec des emplois à temps plein. Cherchez l'erreur. Alors, bien sûr, nous sommes habitués à ce que les banques centrales baissent leur taux d'intérêt. Hein. On a eu, je ne sais pas combien cette année, au moins une quinzaine. La dernière, c'était il y a une dizaine de jours, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande qui a encore baissé ses taux. Alors, bien sûr, on baisse les taux parce qu'on veut aller chercher, enfin, stimuler la croissance économique qu'on trouve insuffisante. Et nous nous retrouvons en terre inconnue avec des taux négatifs, surtout dans la zone euro. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un taux négatif? Il est en dessous de zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un institutionnel qui achète une obligation de l'État allemand à 5 ans, il accepte finalement de ne pas être rémunéré et même de perdre un petit peu du capital. Alors pourquoi est-ce que les banques centrales vont si loin dans leur action? D'abord parce qu'elles veulent relancer, retrouver de la croissance économique par tous les moyens. Et qu'un des moyens, c'est par exemple de dissuader les banques commerciales de ne pas prêter toutes les liquidités dont elles disposent. Et par exemple de rapporter une partie de ces liquidités auprès de la Banque centrale. Comme on perd 0,20% dans ces cas-là, on essaie de dissuader les banques commerciales et de les convaincre de continuer à prêter aux agents économiques. On va chercher à relever l'inflation, mais bien sûr, elle est déjà très basse. Et on va le voir, on affaiblit le taux de change, et c'est peut-être la seule arme qui aujourd'hui a une certaine efficacité. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de territoires inconnus, de terres inconnues lorsqu'on a des taux négatifs? Parce que finalement, on ne connaît pas grand-chose aux conséquences à moyen terme de ce type de politique monétaire. Alors, il y a bien une étude de la Banque d'Angleterre, c'est les Anglais, sont des gens qui réfléchissent à des tas de sujets, et là, les Anglais, eux, considèrent que si les taux d'intérêt restent négatifs dans un pays pour une période d'à peu près 2 ans, on commencera à avoir des retraits massifs de liquidités de la part des investisseurs, des épargnants qui achèteront un coffre fiche ébauche pour mettre l'argent dedans parce que ça ne sert à rien de l'avoir déposé quelque part s'il n'est pas rémunéré. On n'en est pas là. Quoi qu'en Suisse, les taux sont réellement négatifs et quand on fait un dépôt, quand on fait un placement, eh bien, ça coûte. Alors, ce qui est intéressant, c'est de finalement s'interroger sur ce que disent aujourd'hui nos banquiers centraux. Alors, ils se réunissent régulièrement. C'était le mois dernier, Jackson Hole, c'est une petite ville où ils se réunissent une fois par an. Et là, bien, ils se concertent, ils échangent des points de vue. Et le thème, Jackson Hole, cette année, je vous le donne en 1000, c'était l'inflation. C'est le truc qui a disparu, qu'on a perdu. Parce qu'on a tellement été efficace pour faire baisser l'inflation, mais qu'il n'y en a plus. Alors ça dépend où. Stanley Fischer, qui est le vice-président de la Fed, Janet Yellen ne s'était pas déplacé, nous déclare que l'objectif de 2%, il a le sentiment qu'il y arrivera, mais qu'en tout état de cause, il n'attendra pas d'avoir atteint cet objectif de 2%, ou que la Fed n'attendra pas pour agir. Parce que quand une banque centrale agit, il faut plusieurs mois avant que, d'une certaine manière, l'économie réelle on supporte ou on subisse les conséquences. Et puis en Inde, le gouverneur de la Banque centrale indienne, lui, il est confronté au problème inverse. Il a de l'inflation dans un monde sans inflation. Et ce n'est pas très facile de faire baisser son niveau d'inflation. Alors, peut-être une petite question, Gérard, justement, mais qu'est-ce qui explique qu'en Inde, on ait autant d'inflation comme ça, alors que la plupart des autres zones économiques grappillent les dixièmes de points d'inflation à coups de milliards? Oui. Alors, déjà, on peut rappeler que la croissance économique, elle est alimentée par deux choses, l'amélioration de la productivité et puis la natalité, la démographie. Donc en Inde, il y a un potentiel de croissance économique important. Il y a de grandes difficultés, le système des castes. On a tous entendu parler de ce genre de choses. Et en même temps, on a une économie qui est finalement en capacité de croître.
et avec des problèmes de goulot d'étranglement invraisemblables. Par exemple, il n'y a pas assez d'énergie, et donc de temps en temps, les usines s'arrêtent, les gens n'ont plus d'électricité, donc les infrastructures ne sont pas à la hauteur de la capacité de croissance de cette zone qui attirait des investisseurs ces dernières années. Alors on a en plus un nouveau Premier ministre qui impulse une politique économique qui veut inciter les investisseurs du monde entier à venir investir en Inde, là où finalement une partie de la population est relativement bien formée et où les coûts salariaux sont assez bas. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu d'inflation dans ce pays, ou un peu trop d'inflation dans ce pays, avec une monnaie qui souffre, comme toutes les monnaies des pays émergents, du potentiel relèvement des taux de la Fédérale Réserve, et donc des capitaux qui partent, et donc il faut essayer de les retenir en montant ces taux d'intérêt. Voilà, rapidement, ce que je peux dire là-dessus. Alors, bien sûr, les banques centrales, elles ont toutes, finalement, presque des process qui, même s'ils se rapprochent, sont encore un peu différents. La Fed, par exemple, se réunit 8 fois par an. C'est une des réunions dont nous attendons la clôture ce soir. La publication des votes, elle n'est pas tout à fait faite de manière précise. On note simplement les dissidences et on publie les minutes, c'est-à-dire les interventions des uns et des autres, quelques semaines après. La Banque centrale européenne se rapproche finalement de ce fonctionnement, puisque depuis le début de l'année, on publie aussi un résumé de ce qui s'est dit au cours de ces réunions du comité de politique monétaire. On le fait de manière anonyme parce qu'on veut éviter de heurter les susceptibilités nationales, mais je me suis laissé dire que les banquiers centraux buveurs de bière et ceux qui étaient buveurs de vin n'avaient pas toujours les mêmes idées et votaient pas toujours exactement de la même manière. Voilà. Tout le monde mène à peu près la même politique. Voici une illustration de cette politique. On baisse le taux et puis on fait baisser sa monnaie. On fait baisser sa monnaie parce que finalement, on crée de la liquidité, des quantitative easing. Alors, c'était le cas des États-Unis, c'est le cas d'Angleterre, c'est le cas du Japon, c'est le cas de la BCE depuis donc mars 2015. On peut même se demander si en septembre 2016, la BCE arrêtera sa politique de QE et n'en mettra pas un deuxième en place. On se permettra de rappeler ici que la Fédérale Réserve a mis 3 QE successives en place avant d'en terminer avec cette politique de quantitative easing. Alors ça permet de lutter contre la déflation, bien sûr, ça gonfle un peu, même beaucoup, le bilan des banques centrales. Alors qu'est-ce qu'on cherche à atteindre comme objectif ? Le fameux objectif d'inflation aux alentours de 2%, parce qu'on estime que 2% c'est bien. Ça ne ruine pas le rentier, mais ça convainc le consommateur d'avancer, d'acheter avant que le prix n'ait monté un peu et que ce ne soit trop cher. Donc c'est plutôt un taux qui paraît être le taux idéal au niveau de l'inflation. Mais l'inflation, on la cherche, on ne la trouve pas. Et quand on voit la baisse du prix des matières premières, on se dit qu'on aura bien du mal, ou les banquiers centraux auront bien du mal à faire remonter cette inflation à 2%. C'est pourtant l'objectif officiel du QE, même s'il y a des objectifs officieux. Le premier, c'est finalement de déprécier une monnaie comme l'euro pour soutenir l'activité à l'exportation et puis pour améliorer les marges des entreprises. Puis le deuxième, c'est de rendre les dettes des États plus supportables. Et ça marche, si j'en crois les titres de la presse, si j'en crois les résultats d'un certain nombre de sociétés européennes. Ça marche aussi pour rendre les dettes des États ou les ramener à un taux beaucoup plus supportable. Alors, malgré tout, cette politique, elle équivaut à aller voler la croissance aux autres. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On déprécie l'euro contre le dollar ou d'autres monnaies de pays émergents pour être plus efficace à l'exportation. On bénéficie de la baisse du prix du pétrole, ça, on n'en est pas les maîtres, on est bien d'accord. Et puis, si on regarde dans la zone euro, le pays le plus efficace, l'Allemagne, il développe un énorme excédent commercial par rapport au reste du monde. Donc ce n'est pas les propres forces de la zone euro qui créent de la croissance économique, c'est finalement, nous surfons sur la vague des autres. Alors bien sûr, dans le passé, d'autres, je pense aux États-Unis, ont fait baisser toute une série de facteurs pour retrouver la croissance. Souvenez-vous, à partir de 2008, finalement, la Fédérale Réserve, elle était bien contente que le dollar baisse, que les salaires baissent,
que le prix de l'énergie baisse. Et pendant ce temps-là, bien sûr, elle baissait ses taux. Donc 4 éléments qui ont permis de retrouver, de faire revenir une partie de l'industrie américaine qui était allée installer à droite et à gauche, surtout en Chine, dans certains pays émergents, une partie de son appareil productif. Donc on a réindustrialisé en quelque sorte les États-Unis grâce à ça, puis on a fait repartir la machine économique et on connaît le résultat aujourd'hui. C'est quand même un résultat qui est plutôt bon. Une croissance économique qui est revenue à des niveaux qui, sur la base du dernier trimestre, dépasserait en annualisé 3,5%. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie américaine qui va plutôt bien. Alors, une question, Gérard. On voyait tout à l'heure sur le graphique que la BCE était arrivée plus tard, pour ne pas dire un peu tard. Est-ce que ça peut avoir des conséquences, je veux dire, vis-à-vis des résultats de ce QE sur l'économie européenne, par rapport à ce qui a été fait aux États-Unis, par rapport à ce qui a été fait en Angleterre ou au Japon? Je crois qu'il faut bien comprendre que la Banque centrale européenne, elle a beaucoup changé entre la période Trichet et la période Draghi. Trichet, finalement, il était, comme beaucoup de banquiers centraux, historiquement, omnubilé par ces barbares qui étaient à nos portes. Ces barbares qui étaient à notre porte, c'était l'inflation. Et force est de constater que l'inflation a été longtemps l'ennemi du banquier central et qu'il a mis du temps à la faire disparaître. À tel point que, on le voit ici, après la remontée, la reprise économique qui a fait suite aux difficultés de 2008, aux politiques de relance budgétaire, aux baisses des taux qui ont été faites au niveau du monde entier, on a relancé l'économie mondiale. Il y a eu une reprise, on s'interrogeait si elle était en U, en V, en W, finalement elle était en racine carrée. Et cette reprise, elle a fait renaître les inquiétudes chez Trichet et ses collègues. On a vu revenir des revendications salariales en Allemagne, rendez-vous compte. Donc il était temps de taper sur la tête de l'inflation pour que la croissance économique ne soit pas trop forte. Et donc par 2 fois, la BCE, à ce moment-là, a remonté ses taux d'intérêt. Vous l'avez remarqué, vous en souvenez, quand Mario Draghi est arrivé, il a détricoté le tricot de Trichet, 2 fois 0,25 en moins. Alors est-ce que c'était trop tard? Bah oui, la croissance était morte. Et est arrivée derrière, en plus, la deuxième crise que n'ont pas vécu les États-Unis, mais la crise de la zone euro, des dettes des pays. Et donc, on était effectivement touché par 2 crises successives et avec une croissance économique qui n'existait plus. J'ai répondu à ta question ou pas tout à fait, peut-être? On a la Fed qui va peut-être s'apprêter, on ne sait pas, à remonter justement à la manière de la BCE en 2011. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario similaire aux États-Unis où la Fed serait amenée dans quelques mois à les rebaisser à nouveau? En tout état de cause, la croissance économique, elle n'est pas installée dans un pays ad vitam aeternam. Donc les États-Unis peuvent rencontrer d'ici quelques mois, quelques semestres ou trimestres, à nouveau des difficultés. Et donc la Fed sera bien contente à ce moment-là d'avoir tous ces instruments, y compris des possibilités de baisser les taux. Donc c'est tout le débat aujourd'hui. Moi, je sais que sur Twitter, j'ai essayé d'avancer quelques arguments. Il me semble quand même important de signaler ici que le nombre, je l'ai déjà dit, d'emplois à temps complet aux États-Unis est supérieur à celui qu'il était en 2007. J'ajouterais que le taux de démission des salariés américains, il a un niveau extrêmement élevé. Quand on démissionne, c'est qu'on est à peu près sûr de retrouver un job. Donc je crois que l'activité économique américaine va beaucoup mieux. Alors l'inflation n'est pas au niveau de son objectif, on le sait bien, mais sur le marché du travail, les choses vont mieux. Quant au taux de participation sur le marché du travail dont on nous rebat les oreilles, il serait quand même temps de se rendre compte qu'une partie de la population a plus de 65 ans et qu'elle a décidé de décrocher. Et donc on a aujourd'hui finalement une situation où l'activité économique est bonne, les créations d'emplois sont assez nombreuses, on a un nombre extrêmement important à nouveau finalement de consommateurs qui consomment et qui recommencent même à se tourner vers le crédit. On rappellera quand même ici que 70% du PIB américain, il est apporté par la consommation des ménages, lesquels non seulement ont retrouvé un job, 10 millions d'emplois créés ces derniers temps, pas beaucoup d'augmentation de salaire certes, mais une baisse du prix du pétrole qui les aide quand même, parce qu'aux États-Unis, on est très utilisateur
de produits tirés du pétrole. Donc voilà une consommation des ménages qui repart, qui a l'air plutôt solide et qui devrait, à mon sens, autoriser la Fed à remonter ses taux de 0,25%. On verra ce soir si je me trompe ou pas. Mais en tous les cas, rien que de très normal. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais vécu sur les marchés financiers une hausse des taux de la Fed, qu'ils se rassurent. Généralement, les marchés, après avoir un peu cafouillé les premières heures, se reprennent, réfléchissent et disent « mais finalement, c'est que l'économie, elle est bien ». C'est pour ça qu'ils ont remonté les taux d'intérêt. Et les marchés actions, généralement, supportent très bien les premières hausses de taux. Ça signifie que l'activité économique est bien accrochée et que, ma foi, la Fed a, pour la zone dont elle a la responsabilité, les États-Unis, remis le pays en ordre de marche et remis le pays sur un rythme de croissance économique suffisant. Alors tout ça n'est pas sans danger. Parmi les dangers, il y a toutes les inflations qu'on peut trouver. Alors, on ne trouve pas de l'inflation mesurée par les instituts publics, mais il y a de l'inflation dans le bilan des banques centrales. Il y a de l'inflation sur les actifs, parce que quand on a des taux d'intérêt très bas trop longtemps, quand on crée beaucoup finalement de monnaie banque centrale et qu'on la prête à qui veut bien l'emprunter, on crée des bulles sur les actions, des bulles sur l'immobilier, des bulles sur les obligations des grands États. Et si on n'intervient pas trop vite pour les dégonfler, eh bien, le krach est d'autant plus important. Alors, je ne reviendrai pas sur un épisode récent qu'on peut comparer à la chute du Nasdaq en 2000. Oui, la volatilité est de retour. Tant mieux. Tant mieux si la volatilité sur le marché action est de retour, parce que lorsqu'elle est comme ça, tenue en lisière, en laisse, par les banquiers centraux qui calment les inquiétudes des uns et des autres, on oublie que des actifs comme les actions sont des actifs qui, par nature, sont extrêmement volatiles. Et on prend les précautions qu'il faut dans ces moments-là. Alors, je terminerai par peut-être un dernier risque, c'est qu'il n'y ait pas assez de croissance pour justifier les cours de bourse actuels. Je crois que c'est un vrai risque, d'autant plus qu'un peu partout dans le monde, à la suite de ce qui s'est passé en Chine, à la suite de ce qui s'est passé dans les pays émergents, on a tendance à revoir un peu à la baisse le potentiel de croissance économique, à une exception près, des États-Unis. Alors moi je crois, et ça sera un mot de conclusion avant d'ouvrir un débat avec toi et avec la salle, Mathias, que lorsque le PIB mondial progresse peu, le gâteau ne grandit pas beaucoup, il y a 3 conditions qu'on doit essayer de réunir si on veut que les marchés actions montent. D'abord, une politique monétaire expansionniste, avec des taux bas, toujours le cas. Si j'entends la Banque centrale européenne, on nous dit nous allons maintenir nos taux une durée de temps très, très longue. Si j'entends la Fédérale Réserve américaine, elle dit je vais monter, mais tout doucement mes taux d'intérêt, ne prenez surtout pas peur. Deuxième point, il faut que le partage de la valeur ajoutée se fasse en faveur des profits dans les entreprises. Avec le chômage, l'armée des chômeurs en Europe, il n'y a pas de problème. Et puis il y a un troisième point, il faut qu'il n'y ait pas trop d'incertitudes sur la croissance d'un certain nombre de pays, dont la Chine, sur l'avenir des producteurs de pétrole, sur la politique de la Fed et puis sur les problèmes géopolitiques. Et là, je crains qu'il y ait quand même quelques inquiétudes, quelques incertitudes. Mais la Fed va peut-être lever une des incertitudes ce soir, Mathias. Et nous le verrons dans quelques minutes. Merci beaucoup, Gérard, pour cet exposé très clair. Je pense qu'on y voit plus clair. On a les bonnes clés de compréhension pour avoir le contexte qui est évidemment très marqué par l'action des banques centrales ces derniers mois, ces dernières années, y compris sur les marchés.